Le sous-sol de la grange offrait une fraîcheur trompeuse, mêlée à l'humidité, à l'odeur d'étoiles d'araignée et d'eau souterraine. Le soleil l'éclairait de ses rayons poussiéreux à travers les fenêtres étroites, mais la chaleur du jour n'y avait pas pénétré. C'est là que le garçon gardait le faucon, et l'oiseau semblait à son aise. David n'arpentait plus le ciel. Ses plumes avaient perdu de leur lustre, de cet éclat animal qu'elles revêtaient encore 3 ans plus tôt. Mais son regard était plus perçant et immobile que jamais. On ne peut se lier d'amitié avec un faucon, à ce qu'on dit, à moins d'être soi-même à moitié faucon, seul et solitaire, en escale dans ce monde, sans amis ni besoin d'amis. Le faucon n'accorde aucun prix, ni à l'amour, ni à la morale. David était devenu un vieux faucon. Le garçon espérait en être lui-même un jeune. « Aïe !» dit-il doucement, en tendant le bras vers le perchoir. Le faucon avança sur le bras du garçon, et y demeura immobile, décapuchonné. De l'autre main, le garçon alla chercher dans sa poche un lambeau de viande séchée. Le faucon l'arracha prestement d'entre ses doigts et le fit disparaître. Le garçon se mit à caresser l'oiseau avec beaucoup de précaution. Corte n'en aurait probablement pas cru ses yeux, mais il ne croyait pas non plus que l'heure du garçon était venue. « Je crois que c'est aujourd'hui que tu vas mourir, » dit-il en continuant à le caresser. « Je crois que tu vas servir de sacrifice, comme tous ces petits oiseaux avec lesquels je t'ai entraîné. Tu te rappelles ? Non ? Peu importe. À partir d'aujourd'hui, c'est moi le faucon. Et ce même jour de chaque année, je tirerai dans le ciel en mémoire de toi. » David se tenait sur son bras, silencieux, l'œil fixe, indifférent à sa propre vie et à sa propre mort. « Te voilà devenu vieux, » fit pensivement le garçon. « Et peut-être n'es-tu pas mon ami. Il y a seulement 1 an, ce sont mes yeux que tu aurais essayé d'arracher au lieu de ce bout de viande, n'est-ce pas ? Corte rirait bien. Mais si on s'en approche assez, si on s'approche assez de ce ladre, s'il ne se doute de rien, lequel l'emportera, David ? L'âge ou l'amitié ? » David ne répondit pas. Le garçon l'encapuchonna et se saisit de la tache enroulée au bout du perchoir. Ils quittèrent la grange. La cour située derrière le grand hall n'était pas une véritable cour, mais plutôt un couloir vert dont les murs étaient formés par d'épaisses haies enchevêtrées. C'était le théâtre du rite de passage depuis des temps immémoriaux, bien avant l'époque de Corte ou de son prédécesseur, Marc, qui était mort poignardé par une main trop zélée en ces lieux mêmes. Bon nombre de garçons avaient quitté le couloir par l'est, où entrait le professeur, et l'avaient quitté en homme. La sortie est faisait face au grand hall, à toute la civilisation et aux intrigues du monde éclairé. D'autres, bien plus nombreux, s'étaient éclipsés furtivement, battus et ensanglantés, par la sortie ouest, celle par laquelle pénétraient toujours les garçons. Ceux-là étaient sortis garçons à jamais. L'issue ouest faisait face aux fermes et aux cabanes au-delà des fermes. Au-delà encore, le fouillis végétal des forêts barbares. Au-delà, Garlanne. Et après Garlanne, le désert Mohen. Tout garçon qui devenait un homme progressait des ténèbres ou de l'ignorance vers la lumière et la responsabilité. Tout garçon battu ne pouvait que battre en retraite, pour toujours et à jamais. Le passage était aussi vert et lisse qu'un tapis de jeu. Il mesurait exactement 40 mètres de long. En son centre se trouvait une bande de terre rasée. C'était la ligne, celle qu'on tentait de franchir. À chaque extrémité s'entassaient en général des spectateurs et des parents tendus, car la date du rituel était souvent prévue avec une grande précision. Le plus couramment à l'âge de 18 ans.
Ceux qui n'avaient pas passé l'épreuve à 25 sombraient pour la plupart dans l'obscurité, devenaient fermiers, incapables qu'ils étaient d'affronter la réalité brutale du tout ou rien. Mais ce jour-là, il n'y avait que Jamie de Curie, Cuthbert Allgood, Alain Jones et Thomas Whitman. Ils s'agglutinèrent du côté du garçon, bouche bée, ouvertement terrifié. « Ton arme, idiot !» siffla Cuthbert au supplice. « Tu as oublié ton arme !»« Je l'ai !» répondit le garçon. Il se demanda vaguement si la nouvelle de sa folie avait déjà atteint les demeures, sa mère et Martine. Son père était à la chasse et ne serait pas de retour avant plusieurs jours. Le garçon en ressentait une sorte de honte, car il savait qu'en son père, il aurait trouvé de la compassion, sinon son approbation. « Cort est entré ? Cort est ici !» La voix venait du bout du couloir, et Cort s'avança d'un pas, vêtu d'un maillot court. Un large bandeau de cuir lui ceignait le front, pour empêcher la sueur de lui couler dans les yeux. Il portait une grosse ceinture sale pour lui tenir le dos droit. Dans une main, il tenait un gros bâton de bois de fer, pointu à une extrémité, aplati à l'autre. Il prononça les premiers mots de cette litanie que tous, choisis par le sang aveugle de leur père depuis Arthur l'aîné, connaissaient depuis leur premier âge, et qu'ils avaient apprises en prévision du jour où peut-être ils deviendraient eux aussi des hommes. « Viens-tu ici dans un dessein sérieux, mon garçon ?»« Je viens dans un dessein sérieux. »« Viens-tu ici exclu de la maison de ton père ?»« C'est ainsi que je viens. » Et ainsi qu'il resterait, jusqu'à ce qu'il ait vaincu Cort. Si c'était Cort qui l'emportait, il demeurerait à jamais un exclu. « Viens-tu avec l'arme de ton choix ?»« Oui. » « Quelle est cette arme ?» C'était le privilège du maître, l'occasion pour lui d'adapter son plan de bataille à la fronde ou à la lance, à l'arc ou au bas. « David est mon arme. » Cort n'eut qu'un instant d'hésitation, preuve de sa surprise, probablement même de sa confusion. C'était une bonne chose. Ce pourrait être une bonne chose. « Ainsi tu viens m'affronter, mon garçon ?» « Oui. »« En quel nom ?»« Au nom de mon père. »« Dis son nom. »« Stephen Deschain, de la lignée du grand roi d'Eld. »« Dans ce cas, sois prompt. » Et Cort s'avança dans le couloir, faisant sauter son bâton d'une main à l'autre. Un soupir voltigea au-dessus des garçons, comme un oiseau, tandis que leur dandine avançait à la rencontre de son maître. « David est mon arme, maître. » Cort avait-il compris? Et si tel était le cas, avait-il compris pleinement? Si oui, tout était vraisemblablement perdu. Il avait tout misé sur l'effet de surprise, et sur ce qu'il restait de tripes à ce faucon. Resterait-il posé, stupide et impassible, sur le bras de Roland, pendant que ce dernier se ferait décerveler à coups de gourdin? Ou bien s'échapperait-il dans le ciel vaste et brûlant? Alors qu'ils se rapprochaient l'un de l'autre, chacun d'un côté de la ligne, comme l'exigeait la circonstance, le garçon desserra le capuchon du faucon de ses doigts inertes. Il tomba sur l'herbe verte, et Cort s'immobilisa. Roland vit les yeux du vieux guerrier se poser sur l'oiseau et s'arrondir de surprise, tandis que la prise de conscience montait doucement en lui. Maintenant, il comprenait. « Oh, espèce de petit crétin !» grogna presque Cort, et Roland se sentit soudain furieux qu'on s'adressât ainsi à lui. « Attaque !» cria-t-il en levant le bras. Et David s'envola comme une balle brune et silencieuse, ses ailes courtes pompant l'air une fois, 2 fois, 3 fois, avant de piquer droit sur le visage de Cort, les serres en avant, plongeant le bec. Des gouttes rouges jaillirent dans l'air bouillant. « Aïe, Roland !» hurla Cuthbert, fou de joie. « Le premier sang versé !
Le premier sang pour ma poitrine !» Il se frappa le torse assez fort pour y imprimer un bleu qui mettrait plus d'une semaine à disparaître. Corte vacilla en arrière, perdant l'équilibre. Le bâton de bois de fer s'éleva, battant vainement l'air autour de la tête de Corte. Le faucon n'était qu'une liasse de plumes ondulantes et floues. Pendant ce temps, le garçon s'avança comme une flèche, la main tendue à angle droit, le coude verrouillé. C'était sa chance, très probablement la seule qui se présenterait à lui. Pourtant, le maître faillit encore être trop rapide pour lui. L'oiseau avait neutralisé 90% de son champ visuel. Pourtant, Corte brandit de nouveau le bâton, bout plat en avant, et fit de sang-froid la seule chose qui, à ce stade, pouvait encore faire basculer l'issue du combat. Gonflant les biceps, il se frappa le visage sans pitié 3 fois. David tomba, brisé. Une aile continua de battre frénétiquement le sol. Les yeux froids de prédateur fixaient avec rage le visage sanglant et dégoulinant du professeur. Le mauvais œil de Corte saillait aveuglément de son orbite. Le garçon envoya à Corte un coup de pied dans la tempe, le secouant fermement. Ça aurait pu marquer la fin du combat, mais ce ne fut pas le cas. L'espace d'un instant, le visage de Corte devint mou. Puis il se jeta en avant, attrapant le garçon par le pied. Le garçon fit un bond en arrière et trébucha. Il s'étala de tout son long. Il entendit au loin les cris de désarroi de Jamie. Corte s'apprêtait à lui tomber dessus pour en finir. Roland avait perdu l'avantage, et ils le savaient tous les deux. Ils se regardèrent un moment, le maître debout au-dessus de l'élève, des gouttes de sang dégoulinant de la partie gauche de son visage, son mauvais œil presque fermé, ne laissant plus voir qu'une fine fente blanche. Pas de bordel pour Corte ce soir. Quelque chose déchira la main de Roland. C'était David, déchiquetant désespérément tout ce qu'il pouvait attraper. Il avait les 2 ailes brisées. Qu'il fût toujours en vie était incroyable. Le garçon l'empoigna comme une pierre, insoucieux des entailles du bec qui plongeaient dans la chair de ses poignets pour en arracher des rubans. Au moment où Corte se jetait sur lui, les bras déployés, Roland lança le faucon en l'air. « Aïe, David, tue !» Alors Corte lui masqua le soleil et s'effondra sur lui. L'oiseau était écrasé entre eux, et le garçon sentit un pouce calleux chercher son orbite. Il le retourna, tout en remontant la cuisse pour bloquer le genou de Corte, qui cherchait à lui frapper l'entrejambe. Il abattit la main en 3 coups brutaux sur la nuque de Corte, comme s'il frappait de la pierre bosselée. Corte poussa un grognement pâteux. Tout son corps frissonna. Roland vit vaguement une main tâtonner dans l'air, à la recherche du bâton, et, la devançant dans un grand bond, il envoya le gourdin hors d'atteinte. David avait planté les serres d'une de ses pattes dans l'oreille droite de Corte. De l'autre, il labourait impitoyablement la joue du maître, la réduisant en charpie. Du sang chaud éclaboussa le visage du garçon, dans une odeur de copeaux de cuivre. Le poing de Corte frappa l'oiseau une première fois, lui brisant le dos. Au 2e coup, la tête bascula en craquant, tordue. Et pourtant, les serres labouraient toujours. Il n'y avait plus d'oreilles maintenant, rien qu'un trou rouge creusé sur le côté du crâne de Corte. Le 3e coup envoya le faucon dans les airs, libérant enfin le visage de Corte. À la seconde où il vit clairement ce visage, le garçon frappa la base du nez de son maître avec la tranche de la main, usant de toutes les forces qui lui restaient pour briser l'os. Du sang gicla. La main aveugle et furieuse de Corte attrapa les fesses du garçon, tenta de lui arracher son pantalon, de l'entraver. Roland roula sur le côté, trouva le bâton de Corte et se redressa sur les genoux.
Corte se mit lui aussi à genoux, le visage tordu par un rictus. Tableau incroyable, il se faisait ainsi face, de part et d'autre de la ligne, à cela près qu'ils avaient changé de place, et que Corte se trouvait à présent du côté où se trouvait Roland au début de l'épreuve. Le visage du vieux guerrier était voilé de sang. L'œil qui voyait toujours roulait furieusement dans son orbite. Le nez écrasé formait un angle horrible. Les deux joues pendaient en lambeaux. Le garçon tenait le bâton de l'homme comme un joueur de Grand Point s'attendant le lâcher de l'oiseau de cuir. Corte fit une double feinte, puis lui fonça droit dessus. Le garçon se tenait prêt, pas le moins du monde leurré par ce dernier tour, dont ils savaient tous deux qu'il était bien pitoyable. Le bois de fer décrivit un arc aplati et s'abattit sur le crâne de Corte avec un son mat. Il tomba sur le côté, suivant le garçon d'un regard aveugle, et là, un filet de bave se mit à couler de ses lèvres. « Rends-toi, ou meurs !» dit le garçon, la bouche remplie de coton mouillé. Et Corte sourit. Il avait presque totalement perdu conscience, et il allait rester alité une semaine dans sa cabane, drapé dans les ténèbres du coma. Mais en cette seconde, il s'accrochait avec toute la force de sa vie sans ombre et sans pitié. Il vit dans les yeux du garçon ce besoin de palabrer, et même avec un rideau de sang devant les yeux, il comprit ce que ce besoin avait de désespéré. « Je me rends, pistolero, je me rends, le sourire aux lèvres. Oh, ce jour, tu t'es rappelé le visage de ton père et celui de tous ceux qui sont venus avant lui. Quelle merveille tu as accomplie !» L'œil valide de Corte se ferma. Le pistolero le secoua doucement, mais avec insistance. Les autres s'étaient regroupés autour d'eux, l'attiraient contre eux et lui tapaient dans le dos avec des mains tremblantes. Mais pris de peur, ils se reculèrent, sentant s'ouvrir un nouveau gouffre. Et pourtant, ce n'était pas aussi étrange que cela, car il y avait toujours eu un gouffre entre celui-ci et les autres. L'œil de Corte s'ouvrit de nouveau en roulant. « La clé !» dit le pistolero. « Mon patrimoine, maître, j'en ai besoin. » Son patrimoine, c'étaient les pistolets. Non pas ceux lourds de son père, lourds comme le bois de santal, mais des pistolets tout de même, réservés aux heureux élus. Dans le caveau massif situé sous la caserne, et dans lequel, selon la loi immémoriale, il devait maintenant demeurer, loin du sein de sa mère, étaient accrochées ses armes d'apprenti, des 6 coups à barillet, en acier et nickel. Pourtant ces armes avaient connu son père au cours de son apprentissage, et à présent, son père gouvernait, au moins de nom. « En as-tu donc un besoin si terrible ?» marmonna Corte comme dans le sommeil. « Aussi pressant ?» Si fait, je le crains. Un besoin aussi impérieux aurait dû t'assommer. Et pourtant tu as gagné. La clé. Le faucon, c'était un fin stratagème, une arme de choix. Combien de temps as-tu mis à entraîner ce salopard ? Je n'ai jamais entraîné David. J'en ai fait mon ami. La clé. Sous ma ceinture, pistolero. L'œil se referma. Le pistolero fouilla sous la ceinture de Corte, sentant la forte pression du ventre, les muscles énormes à présent relâchés et au repos. La clé était accrochée à un anneau de laiton. Il l'empoigna et la serra fort, refrénant une folle envie de la lancer vers le ciel en signe de victoire. Alors qu'il se relevait et se tournait enfin vers les autres, la main de Corte chercha son pied à tâtons. L'espace d'une seconde,
le pistolero craignit un dernier assaut et se raidit. Mais Corte se contenta de lever l'œil vers lui et de tendre un doigt couvert d'escarres. « Je vais dormir à présent, » murmura-t-il calmement. « Je vais prendre le chemin. Peut-être irai-je même jusqu'à la clairière tout au bout. Je ne sais pas. Je ne t'enseignerai plus, pistolero. Tu m'as surpassé, et 2 années plus tôt que ton propre père, qui était lui-même le plus jeune. Mais laisse-moi te conseiller. » « Quoi ?» Dans sa voix, l'impatience. « Efface immédiatement ce regard de ton visage, Lastico. » À sa grande surprise, Roland obéit. Bien que tapi derrière son propre visage comme chacun de nous, il n'en sut rien. Corte approuva d'un signe de tête et murmura un mot. Un seul. « Attends !» Quoi ? L'effort qu'il en coûtait à cet homme de parler donnait à ses paroles un poids particulier. « Laisse la rumeur et la légende te précéder. Voici ceux qui les colporteront toutes deux. » Ses yeux papillotèrent au-dessus de l'épaule du pistolero. « Des idiots, peut-être. Attends que pousse la barbe de ton ombre. Laisse-la s'étoffer. » Un sourire grotesque se peignit sur son visage. « Avec le temps, les mots peuvent enchanter un enchanteur même. Comprends-tu le sens de mes paroles, pistolero ? » ?»« Oui, je le crois. »« Accepteras-tu mon dernier conseil en tant que professeur ?» Le pistolero bascula en arrière sur ses talons, s'accroupissant en une posture de réflexion qui augurait des poses que prendrait l'homme qu'il allait devenir. Il leva les yeux vers le ciel. L'ombre gagnait, prenant des teintes pourpres. La chaleur du jour déclinait et, à l'ouest, des têtes de cumulonimbus annonçaient de la pluie. À plusieurs lieues de là, des lames de foudre tailladaient le flanc placide des collines. Au-delà, les montagnes. Au-delà, les fontaines jaillissantes du sang et de la déraison. Il était fatigué, fatigué dans ses os, et plus encore. Il baissa les yeux vers Corte. « Ce soir, je mettrai mon faucon en terre, maître. Puis je descendrai dans les bordels de la basse ville pour informer celles qui s'enquerreront de vous. Peut-être en réconforterai-je une ou deux en passant. » Les lèvres de Corte s'entr'ouvrirent en un sourire douloureux, puis il s'endormit. Le pistolero se releva et se tourna vers les autres. « Confectionnez une civière et portez-le jusque chez lui. Puis faites venir une infirmière. Non, 2 infirmières, d'accord ?» Il le fixait toujours, pris dans un instant suspendu qu'aucun d'eux n'osait rompre immédiatement. Il cherchait toujours la couronne de feu ou la métamorphose magique. « 2 infirmières !» répéta le pistolero. Puis il sourit. Ils lui rendirent son sourire, un sourire nerveux. « Espèce de sale meneur de chevaux !» se mit soudain à hurler Cuthbert, souriant jusqu'aux oreilles. « Tu ne nous as même pas laissé assez de viande sur l'os !»« Le monde ne va pas changer demain, » dit le pistolero, citant ce vieil adage, le sourire aux lèvres. « Alain, mou du cul, bouge ta graisse !» Alain entreprit de faire la civière. Thomas et Jamie prirent ensemble la direction du hall principal et de l'infirmerie. Le pistolero et Cuthbert se regardèrent. Ils avaient toujours été les plus proches, du moins aussi proches que le permettaient les nuances de leurs caractères respectifs. Il y avait dans les yeux de Berthe une lueur ouverte et spéculative, et le pistolero ne maîtrisa qu'à grand-peine le besoin de lui dire de ne pas passer l'épreuve avant 1 an, ou même 18 mois, de crainte de devoir partir à l'ouest. Mais ils avaient traversé une grande aventure ensemble, et le pistolero ne voulait pas risquer de dire une telle chose avec ce qui passerait pour de l'arrogance. « Voilà que je commence à comploter, » se dit-il avec une pointe de consternation.
Puis il songea à Martine, à sa mère, et il lança à son ami un sourire trompeur. « Mon destin est d'être le premier, pensa-t-il, en prenant pleinement conscience pour la première fois. Je suis le premier. Allons-y, dit-il. Avec plaisir, pistolero. Ils sortirent par l'issue est du couloir bordé de haies. Thomas et Jamie revenaient déjà avec les infirmières. On aurait dit des fantômes, dans leurs robes d'été blanches et vaporeuses, avec la croix rouge sur la poitrine. « Veux-tu que je t'aide pour le faucon » demanda Cuthbert. « Oui, » répondit le pistolero. « Ce serait adorable, Berthe. » Et plus tard, lorsque l'obscurité fut venue, et avec elle les orages effrénés, tandis que d'énormes caissons fantomatiques traversaient le ciel en roulant, et que les éclairs nettoyaient les ruelles malfamées de la basse ville dans un grand incendie bleu, tandis que les chevaux à la tâche attendaient la tête baissée et la queue pendante, le pistolero prit une femme et coucha avec elle. Ce fut bref et bon. Quand ce fut terminé, et qu'ils restèrent étendus côte à côte sans parler, il se mit à grêler par rafales féroces et bruyantes. En bas, au loin, on jouait Hey Jude de façon ragtime. L'esprit du pistolero, pensif, se tourna vers l'intérieur de lui-même. Et ce fut dans ce silence éclaboussé de grêle, juste avant que le sommeil ne s'empare de lui, qu'il pensa pour la première fois qu'il était peut-être aussi le dernier.